Bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, le Gabon souhaiterait rejoindre les BRICS, c'est l'actualité. Formés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, les BRICS sont considérés comme les grandes puissances émergentes actuelles. Et puis, Anil Soukal, l'ambassadeur sud-africain au sein de cette organisation, a confirmé qu'une dizaine de pays avaient officiellement déposé des demandes d'adhésion au groupe. Parmi ces pays, il y a le Gabon. Quel est donc l'intérêt pour notre pays d'adhérer à une telle organisation? Le Gabon, pays émergent, sur quoi cela repose? Le pays a-t-il suffisamment d'outils pour évoluer auprès de ces puissances économiques qui forment les BRICS? Nous allons décortiquer tout cela tout à l'heure avec notre invité sur le plateau. Il s'agit de Jesphare Ndong-Biogo. Vous êtes expert en économie et en développement international. Bienvenue. Merci, bonjour à tous les spectateurs de Gabon 24. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être invité sur ce plateau. Eh bien, monsieur Ndong-Biogo, le plaisir, il est partagé. Nous avons planté le décor en quelques mots, en donnant les grandes lignes qui font peut-être cette petite histoire ou cette petite formation même que sont les BRICS. Mais déjà, dites-nous de façon plus approfondie, c'est quoi le but de cette organisation ? Alors, nous allons peut-être revenir à la genèse. Les BRICS est constitué de 5 pays, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Initialement, elle a été constituée au début des années 2000 par 4 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, puis l'Afrique du Sud qui a été rajoutée en 2010. L'objectif est de bouleverser l'architecture économique mondiale actuelle, comme vous le savez, dominée par les États-Unis et l'Europe. Donc, le poids du BRICS, pour vous le dire, en fait, pourquoi ils veulent justement bouleverser cette architecture, c'est à cause du poids qu'ils représentent aujourd'hui. Les BRICS, en quelques chiffres, c'est 40% de la population mondiale, c'est 25% du PIB mondial, c'est 18% du commerce international, c'est plus de 40% de la croissance économique mondiale. Et donc, c'est là, est-ce que tous ces chiffres que vous venez de nous donner viennent confirmer une place importante qu'occupe ce groupe-là dans la mondialisation finalement? Exactement, exactement. Je vous prendrai simplement 2 pays. La Chine et l'Inde, c'est 3 milliards d'habitants. La Russie, c'est le pays le plus grand en termes de superficie, 17 millions de kilomètres carrés. Donc, pour vous dire le poids aujourd'hui du BRICS sur l'échiquier international, c'est tout à fait normal et c'est légitime qu'elle revendique une place de plus en plus importante. C'est bien que vous nous parliez de la Chine et de l'Inde, de fortes puissances économiques. Et puis, est-ce que c'est sur ces atouts-là, démographiques, économiques et tout ce que vous avez cité là, est-ce que c'est sur ces atouts que s'appuient les BRICS pour se développer? Concrètement, sur quoi s'appuient ces puissances économiques-là pour parler développement? Alors, ces puissances, c'est des pays qui étaient quasiment au même niveau que certains pays africains. C'est des pays qui ont su adopter des stratégies de développement adéquates. On a vu les résultats en moins de 30 ans, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Afrique du Sud et d'autres pays autour, comme Singapour, comme l'Argentine, comme le Brésil. C'est des pays, je vous prends un exemple, la Chine. La Chine a commencé par les produits manufacturés. Aujourd'hui, la Chine, c'est le premier atelier industriel au monde. Toutes les entreprises vont s'implanter en Chine, comme vous le savez. Sur le plan des infrastructures, ils sont à la pointe. Sur le plan de la main-d'œuvre, ils ont une main-d'œuvre qualifiée et moins chère. Donc, toutes les grandes entreprises aujourd'hui sont présentes en Chine. Vous avez l'Inde qui s'est spécialisée dans les services informatiques. Vous avez le Brésil dans l'agroalimentaire et vous avez un pays comme la Russie qui s'est concentré sur les énergies essentielles, donc le gaz notamment. Vous avez vu lors de la guerre en Ukraine, vous avez vu cette problématique. Pour dire que le BRICS aujourd'hui, c'est des pays organisés, c'est des pays qui ont su, ils n'ont pas fait du copier-coller, ils ont copié les stratégies des autres, mais ils ont adopté en fonction des réalités, en fonction de leur avantage comparatif. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Ce sont des pays puissants, c'est des pays qui représentent, qui ont une part importante sur l'économie mondiale. Et ce que l'on a aussi remarqué, c'est que lorsqu'on parle des BRICS, on parle de groupes de pays émergents. J'en rigole, mais c'est parce que lorsqu'on dit à un Gabonais que le Gabon est un pays émergent, on se demande sur quoi repose cette émergence. Alors, c'est quoi un pays émergent? Quels sont les critères qui définissent finalement un pays émergent? Et pourquoi parler du Gabon en tant que pays émergent? Alors, il faudra faire une différence entre aspirer à être un pays émergent et être un pays émergent. Je pense que le chef de l'État l'a indiqué. En 2009, son programme, c'était le plan stratégique Gabon émergent à l'horizon 2025. C'est une vision. Nous ne sommes pas encore un pays émergent, nous sommes en train d'y aller vers. Les critères pour être pays émergent sont simples. Croissance économique rapide et soutenue sur le long terme, le niveau de vie des populations, la structure de notre économie. Il ne faut pas que ce soit des économies qui soient dépendantes d'un seul secteur, comme certains pays, le Brésil ou le Mexique ou le Niger par exemple, qui dépend entièrement de la masse pétrolière.
Vous avez vu avec la crise récemment ce que ça engendre. Donc, c'est des pays qui ont des économies diversifiées. Ce n'est pas des économies fragiles. Donc, il y a des critères qui sont là, même si la différence entre les pays émergents, ce sont des pays également en voie de développement, ce sont des pays du Sud. Mais j'aimerais revenir sur la notion d'émergence. Quand on parle de notion d'émergence, on met beaucoup plus l'accent sur le volet économique et non social, parce que vous allez constater que les pays émergents ont des croissances économiques soutenues, parfois très fortes à 2 chiffres, mais il subsiste encore énormément de disparités sur le plan social. Voilà les réalités que nous constatons, voilà les limites. Vous allez voir que le PIB par habitant des pays émergents reste inférieur à celui des pays développés. D'accord. Et dites-nous alors, c'est quoi un pays en développement alors, puisqu'il y a une différence, vous venez de nous dire. Si on dit un pays est en voie de développement, c'est-à-dire quoi? C'est un pays qui est en voie de développement. Ce sont des pays du Sud, ce sont des pays émergents, ce sont des pays qui ont progressé, ce sont des pays qui ont commencé à diversifier leur économie. C'est des pays qui ont connu une structuration de leur économie. Comme je vous ai dit, avec des stratégies claires, on commence d'un point A à un point Z. On ne commence pas tout. Parce que je vous ai pris l'exemple de la Chine avec des produits manufacturés. Ils ont commencé par le point A. On a la Turquie aujourd'hui. Tout le monde va acheter des habits en Turquie, par exemple, n'est-ce pas? Tout le monde va acheter des équipements, appareils ménagers à Dubaï. Pour dire qu'on commence d'un point A. Ensuite, on va faire des produits à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il faut des produits qui soient transformés. Ensuite, on va les exporter. On substitue l'importation aux exportations. C'est des pays qui exportent. Vous voyez simplement 40% de la population. Imaginez le marché que ça représente les pays émergents aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre. Vous voyez un petit peu. Alors, les BRICS, c'est un groupe de pays qui auront réussi à copier certains modèles économiques et à les adapter, ces modèles-là, aux réalités de leur pays. Et ces pays, aujourd'hui, sont des puissances économiques. Et puis, dernière nouvelle, le Gabon souhaiterait adhérer aux BRICS. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle pour vous, l'économiste, l'expert en économie que vous êtes et en développement international? C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Non, c'est une excellente nouvelle. Ah, dites-nous pourquoi. Je prendrai encore des chiffres pour illustrer. 2022, l'investissement direct à l'étranger a atteint le chiffre de record de 600 milliards. Vous prenez la part des entreprises chinoises et des entreprises indiennes, vous constaterez que c'est la majorité de ces entreprises là-bas. Pour dire que pour nous, ça permet non seulement de nouer de nouveaux partenariats, ça permet de booster les investissements, mais ça nous permet également de pénétrer ces marchés parce que l'objectif in fine de ce qu'on va produire, on pourra pénétrer le marché intérieur de ces pays. Vous voyez, donc 40% de la population, ce n'est pas rien. Donc imaginez l'opportunité que c'est, les opportunités que c'est pour nos pays, mais surtout nous inspirer également du modèle de développement de ces pays. Parce que comme je le dis, c'est des pays qui étaient au même niveau que nous, c'est des pays qui ont pu décoller en moins de 30 ans. D'ailleurs, le Gabon, comme vous le savez, avant le plan stratégique Gabon émergent, il y a eu le plan Gabon 2025, à l'époque dirigé par le professeur Albert Endossa. Nous avons eu le document de réduction de la pauvreté, à l'époque dirigé par M. Amidi Okaba, paix en son âme, qui était directeur général de l'économie. Il y a eu le document de stratégie de réduction de la croissance et de réduction de la pauvreté, dirigé par M. Ndombiogo Jean-Philippe, le ministère de la Planification. Et nous avons eu par la suite le plan stratégique Gabon émergent inspiré. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de diversifier l'économie gabonaise. Il s'agissait de s'inspirer des pays comme Dubaï, comme la Malaisie, comme la Singapour. La Malaisie, ils vont vous dire, ils ont pris le palmier à huile au Nigeria. Ils l'ont développé. Ils ont un des plus grands centres de recherche au monde, le centre de Kuala Lumpur. La Malaisie est devenue le premier producteur d'huile de palme, exportateur d'huile de palme au monde, qui en a fait la principale ressource. Pour vous dire effectivement que le Gabon a commencé bien avant, parce que ce n'est pas la peine de faire du copier-coller. Je dis, tous ces pays ont su adapter. Alors, nous n'allons pas prendre pour les pays développés, alors que nous avons des pays avec des situations similaires, avec moins de richesses que nous parfois, qui ont pu le faire en 20 ans, pourquoi pas nous? Donc, je pense que c'est inspirant également pour l'ensemble des pays émergents. C'est inspirant. Les pays initialement identifiés par rapport à tout ce qui concerne les BRICS ont des caractéristiques macroéconomiques en commun. Vous nous l'avez dit, alors on parle de la démographie, de la géographie, mais également de l'importance économique. Alors sur quoi se reposent les capacités d'un pays comme le Gabon pour adhérer à un groupe tel que les BRICS? Est-ce que le pays pourra véritablement tirer profit de cette adhésion? Le Gabon va reposer sur quoi? Nous, c'est à peine 2 millions d'habitants. C'est vrai que notre PIB, ça va, mais à côté, on a l'Afrique du Sud, on a l'Inde, on a la Chine, et nous, on veut adhérer à un groupe comme ça. Notre stratégie va reposer sur quoi, finalement? Alors, mais là, on regarde maintenant en termes de marché, le marché commun. On regarde maintenant en termes de marché. Là, on ne regarde plus le Gabon uniquement, puisque nous adhérons à un groupe dorénavant. Et ce groupe, comme je vous l'ai dit, c'est 40% de la population.
Donc pour nous, en termes d'exportation, c'est une opportunité pour nous. N'oublions pas que nous sommes un pays immensement riche. Nous avons commencé avec le manganèse à le transformer. Le pétrole, on espère que ça va suivre. Nous avons l'or, l'usine d'or au niveau de la zone économique spéciale de Nkok. Nous avons les produits halieutiques, etc. Nous avons commencé à diversifier notre économie gabonaise. Mais il faut bien qu'on trouve des pays où nous allons vendre nos produits. Alors donc c'est une opportunité également pour nous d'accroître nos capacités de production et de pouvoir les vendre par la suite. Donc nous n'allons pas nous contenter de marchés traditionnels. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne nos partenaires traditionnels avec qui nous avons de très bonnes relations. Mais je pense que même ces pays travaillent avec les BRICS. Pourquoi nous allons nous en empêcher? Alors, vous faites bien de terminer sur cette note, Jesfaren Dombiogo, parce que c'était notre prochaine question. Les BRICS ambitionnent de véritablement révolutionner l'architecture économique mondiale. Cette adhésion du Gabon, est-ce que ce n'est pas une façon voilée pour le pays de se désengager de ses partenaires traditionnels, finalement? Non, non, non. La preuve, comme je vous l'ai dit, lorsque vous regardez la présence des entreprises de nos partenaires traditionnels, ils sont toujours présents. Mais je dis par rapport à la vision de notre pays, qui ambitionne d'être un pays émergent à l'horizon 2025, voire plus loin, il nous faut effectivement avoir d'autres partenariats. Il faut que nous puissions booster nos investissements. Nous avons fait un premier pas. Il y a la zone économique spéciale de Nkok. Vous avez vu les différentes zones spéciales d'investissement qui viennent d'être créées, en Lambaréné et je crois notamment au Togo. Donc je pense que nous sommes en train d'aller vers une dynamique. Nous voulons transformer nos produits ici. Nous avons commencé à un premier, deuxième niveau, mais il faut aller plus loin. Parce que l'objectif pour nous est que nous ne soyons plus un pays de consommation, nous ne soyons plus un pays d'importation, nous soyons un pays d'exportation. Et ça nécessite des gros sous, ça nécessite un investissement direct à l'étranger conséquent. Donc nous sommes ouverts à tous les partenaires. Et comme je l'ai dit, c'est un marché important, 40% de la population mondiale qui peut s'en passer. Même les pays développés, à l'instar des États-Unis et de la France, travaillent en collaboration avec la Chine, avec l'Inde. Donc ce n'est pas nous, à notre niveau, le Gabon, qui va s'en passer. 40% en termes de population mondiale, voilà un chiffre que nous allons retenir tout au long de cette émission. En cette période de relance économique, de régulation de l'inflation, de diversification économique, de quoi le Gabon a-t-il réellement besoin, Jesfarel? C'est une très bonne question et une question pertinente. Nous avons élaboré un plan stratégique Gabon 2025 en 2009 qui a été le programme, la vision, le programme du président de la République. C'est un très bon programme. Comme je l'ai dit, si les pays émergents qui étaient au même niveau que nous, avec moins de recherche, ont pu arriver, c'est que nous également, nous le pouvons. Mais je pense, à mon humble avis, qu'on a peut-être voulu tout faire au même moment. Il faut redéfinir les choses. Comme j'ai dit, la Chine a commencé par un point A, les produits manufacturés, les manufacturiers autant pour moi, ensuite a progressé étape par étape. Il faut redéfinir les étapes, il faut un chronogramme. Il faut chiffrer ce programme-là, parce qu'on ne peut pas tout faire au même moment. On ne peut pas tout faire au même moment, et là, on a constaté effectivement des limites, parce que engager tout, on doit partir d'un point. C'est très bien avec le manganèse, c'est très bien, on a commencé avec le bois, c'est très bien avec l'or, c'est très bien avec le bois, le pétrole, les ressources halieutiques. Je pense qu'on peut commencer par définir des secteurs prioritaires. Par la suite, on a un gros problème au niveau des infrastructures. En 2009, la part des investissements a augmenté considérablement. C'était du jamais vu. On a quasiment atteint les 800 milliards. C'était c'était excellent. Mais je pense que là encore, au niveau des résultats, il y a des limites, malheureusement. Donc on a encore un écart sur le plan des infrastructures, parce que c'est indéniable. Il faut des infrastructures, il faut des routes, il faut des aéroports. Le chemin de fer, vous voyez un petit peu les problématiques que nous avons. La problématique de l'énergie, parce que la stratégie nationale d'industrialisation requiert une grande capacité d'énergie, parce qu'elle consomme énormément. Donc vous voyez l'interconnexion entre les programmes. Donc il faut redéfinir les programmes, allons-y point par point. On part sur des piliers qui vont par la suite permettre de développer les autres secteurs. C'est ainsi que nous allons réussir à diversifier notre économie, que notre économie ne soit plus fragilisée, qu'on le veut ou pas, le pétrole reste la principale ressource du pays. Mais il faut aller plus loin. Je pense que c'est faisable. Nous avons pris du retard, c'est vrai, mais je pense qu'il faut redéfinir les choses. Ce pays a énormément de moyens et nous y croyons. A énormément de moyens et fait également face à l'inflation. Est-ce qu'on pourra y arriver? Oui, l'inflation, effectivement, il faut définir des politiques publiques à ce moment. Parce que si nous ne produisons pas in fine, écoutez, nous sommes dans une économie de marché, c'est cela aussi la réalité. Vous avez vu la décision du gouvernement d'exonérer certains produits et de certaines taxes et autres.
Mais on se rend compte que sur le marché, les prix ne changent pas beaucoup. Et donc le panier de la ménagère, il faut le dire aujourd'hui, c'est une priorité pour les Gabonais parce que les gens n'en peuvent plus, c'est assez difficile. Et donc tant qu'on ne produit pas, tant que de la production au stockage, à la distribution, tant que nous ne sommes pas dans la chaîne, nous ne pouvons pas contrôler le prix, c'est cela la réalité. Les BRICS, revenons sur l'actualité des BRICS. Il y aura un sommet en août. On s'attend à quoi lors de ce sommet? Quelles sont les grandes décisions? On nous a déjà parlé de la mise en place d'une banque. Est-ce que c'est pour dire que ces États-là, ces pays-là veulent totalement se désengager d'une monnaie telle que le dollar, par exemple? Déjà, quelles sont les grandes lignes qui seront abordées lors de ce sommet? Et puis, c'est quoi ce souci avec la création de la banque finalement? Je crois qu'effectivement, ce sommet, c'est un sommet important. Il s'agit effectivement d'un élargissement déjà des membres, un élargissement, parce qu'il y a des pays qui ont postulé, à l'instar de l'Égypte. L'Égypte, l'Algérie en Afrique, pour me contenter de ces pays-là. Il y a la création de la banque, cette banque qui avait déjà été annoncée, mais on veut la rendre plus effective, de telle sorte que nous ne serons plus dépendants des institutions de Bretton Woods, de la Banque mondiale, du FMI, qui parfois nous imposent des politiques qui ne cadrent pas avec nos réalités. On a vu les politiques d'ajustement structurel qui ont tué les pays africains dans les années 90. Donc je pense que nous sommes les mieux placés pour définir nos propres politiques publiques et obtenir ces financements. Je pense que ça permettra de mieux s'organiser. Je pense qu'ils veulent aller plus loin, peut-être une nouvelle monnaie. Voilà. Donc je pense que l'avenir s'annonce radieux pour les pays émergents et je pense que pour des pays comme le Gabon, nous avons intérêt à adhérer. L'élargissement sera donc sur la table des discussions lors de ce sommet. Selon vous, ils vont se baser sur quel type de critères pour valider, oui ou non, une adhésion? Moi, je pense qu'il faudra revenir simplement sur la définition de ce qu'est un pays émergent. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des richesses si effectivement il y a des disparités énormes, des disparités en termes de secteur, des disparités sur le plan social. Donc l'émergence, beaucoup de pays, vous allez voir que c'est le mot qui revient de plus en plus en Afrique actuellement, c'est l'émergence. Sénégal émergent, Côte d'Ivoire émergent, Gabon émergent, nous ne sommes pas les seuls. Tout le monde a compris effectivement que c'est un modèle de développement qui a réussi. Donc c'est très inspirant pour nous. Il n'y a pas de honte à le dire, mais je dis certains pays encore, ce n'est qu'une vision, mais il faut mettre en place des mécanismes pour y arriver, parce que tout le monde ne sera pas accepté. Il y a bien des critères spécifiques là-dessus. Voilà. Les BRICS veulent dominer le monde, il y a un nouvel ordre économique mondial qui est lancé. Est-ce que vous pensez que ces puissances émergentes-là aient suffisamment, et les moyens, on va dire ça comme ça, les moyens de leur politique? Tout à fait, j'y crois. Un des chiffres importants, 2050, les 3 premières puissances, il y aura la Chine, l'Inde et les États-Unis. Nous avons 2 pays du BRICS. Donc, pour vous dire qu'en termes de projection, ces pays ont démarré, ces pays ont pris de l'avance. Moi, je pense que nous sommes en train de rattraper l'écart entre les pays développés et nous. Il y a encore des différences, c'est vrai, mais je pense qu'on n'a pas à rougir. On est en train d'aller, on est en train d'y arriver. Ces pays développés ont mis des années pour y arriver. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc je pense qu'on a démarré, le train a pris le train en marche. Donc nous n'allons pas être surpris dans les prochaines années que les prochaines forces, ce sera les pays émergents. On reproche beaucoup aux États africains de ne pas suffisamment avoir de stratégie, disons, de moyens de fonctionner, des programmes structurels. Est-ce que c'est comme ça qu'on le dit? On va le dire, oui. C'est quoi un programme structurel? Un programme structurel, comme je vous ai dit, votre modèle de développement économique se base sur quoi exactement? C'est important, tous les pays ont des avantages comparatifs. Alors il faut revoir la structure de notre économie parce que comme je dis, des pays comme le nôtre, ou la Guinée équatoriale, ou le Nigeria, ou l'Angola, c'est des pays qui dépendent encore de la manne pétrolière. Donc, il faut revoir la structure de notre économie. Il faut la redynamiser. Il faut diversifier notre économie de telle sorte qu'elle ne soit de moins en moins fragile face à la conjoncture économique qui peut, n'importe quel événement peut survenir à tout moment. On a vu la guerre en Ukraine, on a vu le phénomène de la baisse du baril du pétrole, les conséquences. Donc il faudrait que nous puissions anticiper. Vous avez vu les pays comme les Émirats arabes unis, vous avez vu l'Arabie saoudite, ils ont commencé autant pour moi à diversifier leur économie. Ils ne dépendent plus de la manne pétrolière. Vous avez vu le tourisme, vous avez vu les services, vous avez vu tout ce qui est autour. Aujourd'hui, c'est des pays qui effectivement sont des pays émergents qui ont pu le faire en 30 ans. C'est vers ça que nous devons aller.
C'est vers ça que nous devons aller et le Gabon annonce une bonne nouvelle. Vous avez dit que c'est une bonne nouvelle. Le Gabon souhaite adhérer aux BRICS. Est-ce qu'il y a des garde-fous à mettre en place? Parce qu'on va quand même dans un groupe où il y a des géants. Nous sommes un tout petit pays, il faut le reconnaître, avec d'énormes potentiels, c'est vrai, mais un tout petit pays quand même. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Non, tout à fait. Comme je dis, le libre-échange ne veut pas dire qu'il faut s'ouvrir automatiquement. Nous ne produisons pas encore assez notre pays. C'est clair que si on s'ouvre, on va être envahi du jour au lendemain. Donc je pense que progressivement, on peut commencer par certains secteurs. On peut commencer au niveau de la commande publique, par exemple, au niveau du bois, dire que 50% de la commande, on peut se réserver aux nationaux, par exemple. C'est des exemples. Il y a une autre partie qu'on va exporter. Donc je pense que les mesures barrières, les taxes et autres, on va les alléger au fur et à mesure. Mais je dis encore, on doit définir des piliers. Ce sont ces piliers qui vont nous servir de base où on veut aller. Dans le cas contraire, si on fonce comme ça, écoutez, on va être perdant. C'est ça la réalité. On veut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. C'est de cela quand on parle d'émergence. Un partenariat gagnant-gagnant. On va booster les investissements, on veut accroître la production, on veut exporter, on ne veut pas être des pays uniquement consommateurs, mais on veut également que cela puisse être bénéfique pour les populations, parce qu'à quoi ça sert d'avoir une croissance économique durable, une croissance économique soutenue, mais les populations n'en bénéficient pas. À quoi ça sert effectivement d'avoir des disparités entre les capitales et les zones rurales? Parce que, in fine, c'est sur l'ensemble du territoire national. Il faut que le Gabonais, dans son assiette, puisse ressentir cela. C'est de cela dont on parle. On ne va pas vous laisser partir avant de vous poser cette question. Comment se porte l'économie gabonaise aujourd'hui, Jess Farel Ndombiogo? Je pense qu'elle n'est pas... elle se porte assez bien, même si, je le dis, il y a des limites. Le niveau d'endettement, notamment, qui laisse à désirer. Le volet infrastructure encore, je dis encore, on a pris énormément de retard par rapport à notre stratégie de développement. Je crois qu'il y a beaucoup de limites, mais également il y a des efforts. Je vous ai dit tout à l'heure, l'investissement direct à l'étranger 2022, 600 milliards, ça définit effectivement la confiance que les investisseurs ont par rapport au Gabon, malgré nos limites, malgré nos faiblesses. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais on est en train d'aller sur le bon chemin. On parle du contenu local aujourd'hui dans certains secteurs, le secteur pétrolier aujourd'hui d'autres. Pour dire effectivement les services, on accorde une place prépondérante d'abord aux nationaux. On veut que le Gabonais puisse bénéficier de tout ce qui est mis en place, les politiques qui sont mises en place, c'est d'abord pour les Gabonais. Et donc je crois qu'il faut également que nous, on s'organise. Les politiques publiques sont mises en place, mais il faut que les Gabonais également s'organisent, on puisse saisir nos chances. Le Gabonais, la difficulté, vous avez vu le panier de la ménagère, vous faites les courses, vous voyez ce que ça représente. Les Gabonais ne s'en sortent plus. La difficulté de transport, la difficulté de se nourrir, la difficulté de se loger. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que nous avons des chantiers énormes, mais nous sommes optimistes. Les choses ont commencé. Le pessimisme ne sert absolument à rien. Nous ne sommes pas les derniers, nous n'avons pas à rougir. Bon, voilà. Nous restons optimistes. Merci beaucoup à vous, Jess Farel Ndombiogo. Je rappelle que vous êtes expert en économie et en développement international. Vous avez abordé avec nous la question de cette adhésion du Gabon aux BRICS. Pour quels enjeux? Merci pour vos précieuses réponses. C'est moi qui vous remercie. Alors, les pays des BRICS ont effectivement connu depuis plusieurs années une croissance économique rapide qui dépasse celle des pays avancés. On l'a vu, selon la Banque mondiale, les taux de croissance annuels moyens entre 2000 et 2020 étaient de 13,3% pour la Chine, 9,1% pour la Russie, 9% pour l'Inde et 4% pour le Brésil. Le PIB par habitant de ces pays a connu également une croissance du même ordre de grandeur. Néanmoins, les pays des BRICS ne se sont pas appuyés sur les mêmes moteurs de croissance. Attention, le Gabon devra donc trouver sa voie s'il veut lui aussi faire partie de ces pays et réellement se démarquer à l'heure où on est lancé dans le nouvel ordre économique mondial. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis modestement au revoir.